d'abord la situation macro-américaine pour commencer cette émission avec Gilles Moaec, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Je cite effectivement quelques données dures qu'on a pu avoir en provenance de l'économie américaine en ce début d'année. Je le rappelle, taux de chômage à 3,4%, au plus bas depuis 1969, avec en plus de 500 000 créations d'emplois au mois de janvier. Rares sont les mois où on compte quand même plus de 500 000 créations d'emplois aux États-Unis. C'est un chiffre spectaculaire de ce point de vue-là. On voit un consommateur américain en conséquence qui semble toujours relativement confiant après 2 mois de modération de la consommation aux États-Unis avec une baisse des ventes au détail observée en novembre et décembre. On a pu constater un fort rebond de 3% pour les ventes au détail d'un mois sur l'autre au mois de janvier aux États-Unis. Et puis quelques enquêtes également, quelques indicateurs avancés dans les services et même dans la partie immobilière semblent donner des signaux un peu plus positifs. Question peut-être incongrue, Gilles, mais sur le plan conjoncturel, est-ce que l'économie américaine est en train de réaccélérer ? C'est une possibilité. C'est effectivement quelque chose qui peut paraître extraordinairement étonnant compte tenu de l'ampleur du durcissement monétaire de la Fed depuis un an, mais c'est vrai qu'on a un certain nombre d'indicateurs qui vont dans cette direction. Un indicateur que je regarde beaucoup, c'est celui des salaires réels. Parce qu'en fait, ce qui se passe depuis quelques mois, c'est que l'inflation a quand même ralenti. L'inflation headline a ralenti beaucoup aux États-Unis, essentiellement sous l'effet de la baisse des prix de l'énergie, mais pas seulement, alors que les salaires se tiennent toujours très très bien. Au point que, si on les mesure en glissement sur 3 mois, ce qui à mon avis est la bonne manière de faire, parce qu'en glissement annuel, on a trop d'effets de base de 2021 et début 2022, on est en positif. On a des salaires réels aux États-Unis aujourd'hui qui accélèrent. Donc si je prends en compte des salaires réels positifs avec des créations d'emplois qui restent extrêmement fortes, vous avez rappelé le demi-million du mois de janvier, ça nous fait en fait un pouvoir d'achat qui aujourd'hui aux États-Unis se porte très bien et donc avec une poussée sur la consommation. Ce qui fait que l'équation qu'on avait en tête, qui était celle d'un ralentissement graduel de la consommation américaine sous l'effet de l'absorption, de l'épuisement en fait, de l'épargne excessive accumulée, eh bien cette équation, on n'arrive pas à la résoudre parce que de l'autre côté, on retrouve de la dynamique du côté du pouvoir d'achat. Et ça nous amène au point sur lequel vous avez commencé, à la réaction de la Banque centrale. C'est-à-dire que si ça ne veut pas, c'est-à-dire si de manière spontanée, la demande agrégée américaine ne ralentit pas, il va falloir passer à des mesures un peu plus dures parce que l'idée, le scénario dit Goldilocks, à savoir on évite complètement la contraction économique et on a quand même des inflations. C'est vrai qu'on a réussi à faire passer l'inflation de 10 à 5. Je pense que ça va quand même être compliqué de la faire passer de 5 à 3 sans impact sur le marché du travail. Et cet impact pour l'instant ne se manifeste pas. Donc soit on prie en disant c'est simplement un effet de lag, c'est simplement lié aux effets de diffusion lents de la politique monétaire, donnons-nous quelques mois et on va y arriver. Soit, et je pense que c'est ce que la Fed décidera de faire, on ne prend pas ce risque-là et on tape. Ouais. C'est intéressant parce que on voit apparaître le concept de désinflation transitoire. Je rappelle qu'on vient du concept d'inflation transitoire, a suivi l'idée de l'inflation pour toujours, puis l'idée que la désinflation pouvait être immaculée ou indolore, et désormais on s'interroge sur le phénomène désinflationniste et sa capacité à se poursuivre effectivement devant nous, d'autant qu'on va avoir sous des effets de base notamment une inflation cœur qui va se retrouver plus élevée que l'inflation globale aux États-Unis dans les prochains mois. Gilles, on n'est pas tellement habitué à ce genre d'inversion. Comment est-ce qu'il va falloir comprendre ce phénomène, et notamment du point de vue de la Réserve fédérale américaine ? Alors, c'est l'une des raisons qui me font de plus en plus hésiter à utiliser les glissements annuels pour la mesure des prix. On le fait tous, c'est le benchmark habituel. Mais les effets de base sont tellement énormes sur 2021 et 2022 que ça nuit complètement à la lecture. Donc je préfère regarder sur des dynamiques un peu différentes, regarder sur 3 mois, sur 6 mois, ça crée d'autres effets de base, mais au moins ça permet de varier un peu les angles de vue. Et si on les varie, on a effectivement plutôt une espèce de résistance de l'inflation, même de l'inflation sous-jacente, aux alentours de 3%. Et donc pour le travail du côté de la Fed, il est assez simple. Soit on a une Fed qui implicitement, explicitement dit
écoutez, j'ai essayé peut-être que la nouvelle inflation structurelle est de l'ordre de 3 à 4 et j'arrête de relever mes taux. Ce qui m'étonnerait, soit elle fait son travail, elle continue à taper. Et l'inflation sous-jacente qui dépasse l'inflation headline, pour n'importe quel banquier central qui n'aurait pas hiberné au cours des 50 dernières années, c'est le signal qu'il faut faire plus en termes de durcissement de la politique monétaire. Est-ce que c'est encore les taux directeurs qui sont l'outil le plus pertinent dans cette phase, Gilles, ou est-ce qu'on peut imaginer aussi que la stratégie quantitative de dégonflement du bilan participe peut-être plus activement encore à la politique de la Fed dans la lutte contre l'inflation ? J'ai un peu de sympathie pour ça, ce qui peut paraître étonnant parce que j'ai sans doute la réputation d'être plutôt un dove convaincu, mais là, en l'occurrence, compte tenu de ce qui se passe aux États-Unis, de la même manière qu'il a fallu utiliser tous les instruments disponibles pour lutter contre la déflation au cours de la décennie précédente, eh bien là, il faut peut-être utiliser tous les instruments possibles pour essayer de juguler l'inflation à laquelle on fait face aujourd'hui. Et un des éléments qui pose problème, à mon avis, à la Fed aujourd'hui, c'est bien celui de la transmission de la politique monétaire. À partir de l'automne dernier, ce qui était frappant, c'est qu'on a eu de plus en plus un marché qui hésitait à répercuter la hausse des taux directeurs sur le niveau des taux plus loin dans la courbe. On a eu aussi une compression des spreads sur les obligations corporate. Autrement dit, on avait un marché qui ne transmettait pas le signal que la Banque centrale voulait envoyer. Et si on a des conditions financières qui sont anormalement bénignes au regard de ce qu'essaye de faire la Banque centrale, eh bien, par définition, on n'arrivera pas à faire atterrir l'économie, on n'arrivera pas à faire atterrir l'inflation. Donc, repasser et accélérer peut-être la vitesse de dégonflement du bilan, c'est peut-être un moyen de s'assurer qu'effectivement on aura transmission de ce durcissement de la politique monétaire sur la totalité de la courbe, y compris sur les taux longs. Alors on n'y est pas parce que ce que vous signaliez il y a quelques minutes est parfaitement réel. On commence à retrouver des taux longs qui remontent. On va sans doute avoir aussi des spreads corpos qui vont remonter. Donc si la transmission de la politique monétaire se fait spontanément, très bien, mais effectivement, si on s'aperçoit d'ici 2 ou 3 mois qu'elle ne se fait toujours pas, il faut reposer la question de la vitesse de dégonflement du bilan. Cette question de la transmission de la politique monétaire, elle se pose également en zone euro, visiblement. Gilles, je crois que c'est la dernière prise de parole d'Isabelle Schnabel ces dernières heures, sur la question justement de la faiblesse peut-être de la transmission de la politique monétaire en zone euro. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement à ce stade et comment on explique que nos économies, que l'économie de la zone euro soit beaucoup moins sensible peut-être que ce qu'on craignait ou que ce qu'on imaginait au choc monétaire qui a déjà été infligé par la Banque Centrale Européenne? Ce qui me rassure, c'est que je n'arriverai jamais à être aussi au quiche qu'Isabelle Schnabel. Ça ne changera probablement jamais. Et là, je suis en désaccord. Je pense qu'on a au contraire des signaux assez clairs de transmission du durcissement de la politique monétaire à l'ensemble en fait de l'industrie financière. Si vous regardez l'enquête sur les conditions de crédit de la BCE, on a un durcissement des conditions de crédit, ces fameux credit standards, et on a donc une volonté des banques de réduire l'offre de crédit, et on le voit aussi dans l'origination de crédit effective. C'est-à-dire si vous regardez les dernières statistiques monétaires de la BCE, on a ce qu'on, à la belle époque, on appelait le credit impulse, c'est-à-dire la variation sur un an des flux de nouveaux crédits. On est en territoire maintenant très négatif. Donc là-dessus, je suis assez en désaccord. Je pense qu'il y a une transmission assez correcte dans le cas européen qui passe par le secteur bancaire. C'est une grande différence par rapport aux États-Unis où le financement de l'économie est davantage désintermédié, donc ce sont davantage les pricing de marché qui vont être importants. Mais en Europe, on a une transmission. Et j'ai l'impression qu'on a un tout petit, il y a une espèce d'illusion d'optique en ce moment sur la résistance de la conjoncture européenne. C'est vrai qu'on a échappé à la catastrophe. On avait un peu une catastrophe attendue liée à tout ce qui se passait du côté de l'énergie. Et c'est vrai que du coup, on n'a pas eu de 4e trimestre en territoire négatif sur le PIB, etc. Mais si on regarde les enquêtes,
on est en ligne avec un PIB en stagnation. Donc les choses sont quand même bien lentes. On a une économie européenne qui croît de manière médiocre. Et donc là, je ne suis pas sûr que la BCE ait tant que cela à faire de plus que ce qu'elle nous a dit qu'elle voulait faire, à savoir 50 BP de plus en mars et probablement une ou deux hausses de 25 BP au cours du deuxième trimestre. Un des éléments qui sera important dans la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs, le 16 mars, ce sont les mises à jour des projections du staff de la BCE, qui seront révisées dans quel sens, Gilles ? Je pense qu'ils vont quand même avoir du mal à conserver la prévision d'inflation du mois de décembre, qui était quand même très très élevée. Et moi, j'avais l'impression à l'époque que la BCE avait utilisé à peu près tous les curseurs possibles pour arriver à livrer l'inflation la plus forte possible. Surtout sur 2025, sur la fin de l'horizon. Et attention, la prévision du mois de décembre, c'est une prévision Eurosystème. Donc c'est l'agrégation de la prévision de tout un tas, de toutes les banques centrales nationales. Ça ne brille pas toujours par sa cohérence totale. Parce qu'évidemment, chaque banque centrale nationale va avoir des choix un tout petit peu différents, même si les hypothèses générales sont les mêmes. Là, on va avoir une prévision du staff central de la BCE avec Philippe Lane à la manœuvre. Et c'est là, à mon avis, on peut avoir un message un tout petit peu différent. Je pense qu'on aura quand même une révision à la baisse de l'inflation, pas sur la période, pas à court terme, mais en tout cas sur l'atterrissage 2024-2025. Je pense que ça va être difficile de maintenir le même message que celui du mois de décembre. Prochain meeting, donc on le rappelle, le 16 mars pour la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Gilles. Gilles Mouek qui était avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA.